Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez, nous faisons tous des exercices de prospective, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de villes, d'entreprises, d'États, d'organismes internationaux, etc. Comme un bon capitaine, il faut savoir interpréter les signes qui nous entourent, qui nous devancent également, afin de diriger au mieux notre barque. Mon invité voit large et imagine le monde dans lequel nous nous trouverons à l'horizon de 2035. 2035, c'est quand même demain. Il s'appelle Philippe Labrec, il est chroniqueur géopolitique et vient de signer un article pour le magazine Les Affaires sous le titre « Voici ce à quoi pourrait ressembler le monde en 2035 ». Philippe Labrec, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambitieux. Faire de la prospective en géopolitique, c'est comme prédire la météo, le cours de la bourse. Ben, en effet, c'est un exercice de pensée, là, vous l'avez mentionné. J'avais Oui. Je m'étais donné deux options. La première, est-ce que je veux commenter ce qui risque de se passer en 2025, ce qui est quand même moins risqué 25 intellectuellement. ou 30? Ah oui, 25. 2025, ouais. 35. Et je Ouais, me dis, ouais. bon, mais ça se fait, plusieurs textes là, sur le sujet. Et je me dis, bon, essayons quelque chose de plus risqué, justement. Essayons d'entrevoir, Oui. d'anticiper ce qui pourrait arriver d'ici 2035 en se basant, bien sûr, sur j'ai envie de dire, la structure des choses actuelles. Oui, parce que, écoutez, c'est comme la météo. Je ne sais pas, moi, quel vent va souffler dans 10 ans. C'est surtout qu'il y a une multitude de variables qui rend la Voilà. chose extrêmement complexe et donc de nature imprévisible. Ceci dit, on ne peut pas s'arrêter là et dire, ah, ben voilà, il n'y a plus rien à faire. Vous l'avez Oui, je mentionné, là, comprends. les grandes organisations, je voudrais aussi les grandes agences de renseignement des différents pays, la CIA Mhm, en premier lieu, mhm. font cet exercice constamment. On ne peut pas Absolument. seulement se résigner au fait que le futur est imprévisible, du moins avec une précision parfaite. Il faut essayer d'anticiper différents scénarios. Après, là, bon, j'ai étalé quelques scénarios ici, là, c'est ceux qui me sont venus à l'esprit. Mais je pense que, Mhm. probablement, c'est plaisant là, à faire. Là. Tout le monde aime tenter de prédire l'avenir là, sans Ça, nécessairement c'est faire de vrai. la spéculation pure et simple. Mais je pense que comment dire, c'est engravé dans notre cerveau. Notre cerveau est une machine à détecter des patterns et ensuite extrapoler à savoir jusqu'où ils vont aller. Et donc, c'est tout Absolument. ce que j'ai fait au final. Alors, écoutez un conseil, le meilleur style pour vous, ce serait les quatrains de Nostradamus. C'est tellement cryptique, c'est tellement ambigu qu'il a raison à tout coup, il a tort à tout coup aussi. Mais on va parler français normal entre vous et moi et Oui, pour les s'il vous plaît. auditeurs aussi. Qu'est-ce que... Oui, alors, j'avais parlé de Grande Dépression en introduction. Est-ce que vous voyez quelque chose, un effondrement? Ben, je compare la période qui vient potentiellement à celle des années 30, donc là 100 ans à peu près, Ah, carrément. avec la crise le crash de 29 et la crise qui a suivi là, pendant la dépression économique qui a duré quoi, une décennie jusqu'au début de la guerre, là, si on peut dire. Oui, oui. Euh, je dis que c'est possible. Du moins, il y a plusieurs éléments qui ont mené à la crise de 29 ou de nouveaux éléments qui font craindre quelque chose de similaire en termes de crise économique sont présents. Et donc, je ne dis pas que ça va arriver à tout coup, mais ou Il y a des assurément, mais risques. il y a des risques. Donc, les risques sont beaucoup plus élevés, je dirais, Oui. aujourd'hui qu'à l'époque. Je veux dire que là, à peu près, 20 ou 30 ans, disons. Alors, Euh, quel risque voyez-vous? ben, en premier, je voudrais que le grand risque structurel en ce moment, c'est que la population active diminue et elle diminue rapidement. Vous Ce parlez qui, du monde ou du Canada? ben, en fait, le monde entier, c'est sûr que le Canada est je dirais, l'Occident et même la Oui. Chine, l'Asie, et pas que la Chine, en fait, on parle la Corée du Sud, le Japon, à peu près tous les pays asiatiques. Mhm. Sauf l'Inde. J'exclus l'Inde, ouais, exactement. Se dirige droit vers une crise démographique, ce qui veut dire que les personnes à charge, si je peux dire, donc Ouais. grosso modo les personnes plus âgées et les enfants, mais dans ce cas-ci, il y a peu d'enfants ou de moins en moins, Mhm. vont représenter un pourcentage de la population toujours plus élevé et comparativement la population active, en gros, qui travaille et qui Oui. produit, entre guillemets, la richesse. Mhm. Ça veut Mhm. dire que les gens qui travaillent vont sûrement être imposés de façon croissante pour Oui. pouvoir gérer le surplus de demande des gens à charge, comme je dis. Que Euh, dites-vous des bourses, des places boursières mondiales? C'est la fête ben, la depuis au moins valorisation 2 ans. exactement, la valorisation des actifs monte en flèche, ce qui semble Oui. être presque directement causé par l'augmentation de la masse monétaire mondiale. Et ça, c'est purement Oui. artificiel ou presque. Là. Je ne dis pas que les D'accord. entreprises à la bourse n'offrent pas de valeur intrinsèque ou un service ou un produit là, qui ajoute à la richesse collective. Oui. Ceci dit, leur valorisation, ce qui est bien sûr, donc, en gros, leur valeur monétaire en bourse,
semblent être des multiples de ce que la valeur réelle de leurs produits ou de leurs services sont globalement, bien sûr. Ici, là, je ne parle pas d'une entreprise en particulier, là, mais on regarde les marchands en entier, ils montent en flèche, en flèche. Alors, les bourses sont à la fête, mais les taux de croissance économique ne sont pas à la fête. Ben, exactement. On est content quand on a 1,5 ou 2 d'augmentation de croissance annuelle. Bien, tout à fait. Et je ne suis pas le premier à mettre la thèse, j'en avais parlé ici, ça fait presque un an, là, je crois. L'idée que toute croissance, pas toute croissance, mais il n'y aurait pas eu de croissance dans les 50 dernières années si ça n'aurait pas été de l'endettement public qui a été utilisé très largement pour stimuler l'économie. On aurait eu, en gros, une espèce de récession faible, si je peux dire, là, pendant 50 ans, ça faisait à peu près pas de croissance, ce qui revient à mon argument de l'endettement. Et donc, tout ça semble être une espèce de bulle à plusieurs variables qui grossit, et tout le monde, je crois inconsciemment, ou presque tout le monde qui porte attention à la chose, même s'ils ne le disent pas nécessairement publiquement, se demande, mais qu'est-ce qui va faire éclater la bulle en question? On a l'impression Ouais, allez-y. Pardonnez-moi. Non, oui, mais je vous accélère un petit peu, Philippe Lebrec. Les banques, là-dedans, elles vont couler avec le bateau ou est-ce que... Je pense au secteur bancaire canadien qui est solide, aussi solide que l'ennui, comme disait Jacques Brel. C'est un roc, c'est comme du diamant, non? Tout à fait. Tout à fait. Je nous ramènerai à 2007, la crise des subprimes aux États-Unis. Oui. Tout semblait bien aller, jusqu'au jour où non, c'était l'inverse. On s'est rendu compte que tout allait mal. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le système bancaire, le système financier dans son ensemble, semble bien aller quand les prix montent. Ceci dit, on se rend compte, en général trop tard, justement, que des choses cachées, sous-jacentes au système, le font éclater d'une façon imprévisible. La crise des subprimes, vous en rappellerez, en gros, s'est propagée dans le monde entier, pas nécessairement parce que le système bancaire américain seulement s'était peut-être écroulé, ou du moins partiellement. C'est que tout le monde avait acheté ce qu'on appelle des sécurités, des hedge funds. Le hedge fund, c'est risqué, non? Oui, c'est exactement. C'était des actifs, en fait, qui étaient basés sur le prix des maisons et le secteur immobilier américain. Et c'était devenu un produit d'investissement que plusieurs banques dans le monde, là, de l'Islande jusqu'en passant par l'Europe, le Canada et ailleurs, avaient commencé à acheter. Et ce qui semblait être à 100% sûr. Donc, on pensait qu'il n'y avait aucun risque. Et au contraire, il y avait énormément de risques. Et donc, en ce moment, je crois qu'on peut... c'est difficile de dire exactement où se trouve le risque au sein du système bancaire. Mais en 2007, on se disait la même chose à propos du système bancaire. Et pourtant, celui-ci a souffert même dans des pays où c'était plus stable. C'est sûr que le Canada s'en est bien sorti là, au point de vue du système bancaire en 2007, 2008, 2009. Mais posez-vous la question à quel point le système bancaire canadien maintenant dépend du secteur de l'immobilier. Et si quelque chose devait arriver au secteur de l'immobilier canadien, qu'est-ce qui arriverait aux banques? Et je dis pas j'entrevois pas par contre là, que celle-ci s'écroule. Je dis seulement que l'économie canadienne dans son ensemble et le système bancaire canadien pourrait bien payer le prix d'un écroulement du secteur immobilier là, si l'éclatement de la bulle, ça devait advenir. Philippe Lebrec, chroniqueur géopolitique, vous avez signé dans le magazine Les Affaires un article qui s'intitule « À quoi ressemblera le monde de 2035 », je pense? Exact. C'est ça. Hein? Voilà. Bon, on a évité deux grosses crises. Vous avez mentionné la crise financière de 2007-2008 qui aurait pu déboucher sur une dépression. Ça a été par la peau les fesses. On l'a évité. Il y a eu la pandémie, donc les gouvernements ont dépensé. On est super endettés maintenant. Et j'ai envie de vous mettre... Il y a une variable là-dedans que vous n'avez pas encore mentionné, c'est les progrès technologiques. Beaucoup de gens disent qu'on peut surmonter tout par les progrès technologiques, l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que ça peut être une bouée de sauvetage qui peut faire repartir l'économie, la croissance, etc.? En théorie, oui. C'est ce que certains appellent la singularité économique, qui est basée simplement sur le concept de la singularité technologique, là, celle où la technologie s'emballe et s'améliore de façon exponentielle sans trop l'apport de l'être humain, disons. La singularité économique est un concept similaire basé sur le fait justement que la technologie pourrait nous permettre de produire de façon à peu près illimitée, à peu près gratuitement. Là, je dis gratuitement, mais à peu de frais, disons, à peu de frais. Et donc, la croissance économique montrait en flèche, j'ai envie de dire, indépendamment du problème démographique que j'ai mentionné juste avant, là, la chute de la population active. Et donc, on pourrait, et ça c'est en ce moment je dirais encore théorique, donc certains penseurs là, qui l'annoncent, en particulier à Silicon Valley,
qui nous disent que l'intelligence artificielle combinée avec la robotique, combinée avec des avancements en termes de production d'énergie, ferait qu'on pourrait, comme je dis, produire de façon à peu près illimitée. Ce qui ferait que, le labeur humain pourrait perdre sa valeur, ou du moins, notre plus gros problème, comme je le mentionne dans mon article, pourrait être celui de qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre rendu là. C'est bien sûr... On aura d'autres problèmes, on va s'ennuyer. Exactement. Mais c'est ce que certains nous prédisent. Et donc, je mentionne aussi dans l'article, on pourrait avoir les deux. La crise économique profonde suivie d'une espèce de renaissance économique grâce justement aux avancements technologiques. Et là, on aurait deux extrêmes en peu de temps, là, 5, 10 ou peut-être 20 ans, ce qui est quand même assez court sur l'échelle de l'histoire. C'est violent. C'est violent. Mais je crois qu'on vit dans une époque, entre guillemets, violente, pas violente physiquement, mais violente en termes de fluctuations extrêmes. Là, on passe d'un extrême à l'autre assez rapidement, dans tous les domaines d'ailleurs, là, pas qu'économique et politique. Philippe Labrec, ces mouvements de balancier, enfin vraiment très très brutaux, dépression suivie d'une singularité économique, un rebond comme ça, mais en très peu de temps. Comment dirais-je, ces montagnes russes ne sont-elles pas de nature à exacerber des conflits communautaires, mondiaux? On voit que le monde commence à bouillonner. Je veux dire, tout ce que vous me dites va exacerber déjà des tensions existantes. Je crois. Dans mon article, je mentionne l'Europe en particulier. Pour des raisons qui sont quand même assez, j'ai envie de dire, uniques à l'Europe, quoi qu'on a un phénomène similaire ici. Mais c'est ce que j'appelle la balkanisation des sociétés. C'est pas mon terme, là, je l'emprunte, c'est un franc. Des sociétés européennes dans ce cas-ci. Qu'appelez-vous balkanisation? Pour ceux qui connaissent la région des Balkans, on peut se rappeler l'éclatement de la Yougoslavie, les Balkans étant une région multiethnique et multireligieuse, j'aurais dû dire en premier lieu. Au nord de la Grèce, oui. Exactement, juste au nord de la Grèce. La plupart des gens diraient aussi que ça fait partie de l'Europe. Là. D'autres diraient qu'à la limite, peut-être pas. Mais vous avez des chrétiens orthodoxes, catholiques et musulmans qui se côtoient. Et on retourne aux années 90, avec l'éclatement de la Yougoslavie. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une guerre civile sanglante. Et bien sûr, cette région-là a vécu plusieurs guerres ethniques et religieuses au fil des siècles, depuis l'invasion ottomane au minimum. Donc, c'est pour ça qu'on compare maintenant, certains du moins qui font l'analyse, que les sociétés européennes se balkanisent. Ça veut dire qu'elles se transforment en sociétés multiethniques et multireligieuses, principalement grâce à l'immigration de masse. Et on commence à avoir les failles dans tout ça. Là. Je crois qu'il y a bien sûr l'appauvrissement des sociétés européennes, surtout face aux États-Unis et même au Canada, qui prend place. Et donc, vous avez des sociétés de plus en plus fracturées et de plus en plus pauvres. On met les choses en perspective. Là. C'est des pauvres dans le contexte occidental. Ils s'appauvrissent, sont encore objectivement relativement riches, j'ai envie de dire. Mais là, on voit que les tensions sociales augmentent principalement grâce à ces facteurs ou dû à ces facteurs. Et vous dites qu'en Europe, on sera plus pauvre qu'au Canada? Mais ils s'appauvrissent, oui, je crois. Là, plus que le Canada, ça me surprend. Je vous dirais que si la chose serait l'inverse, ou du moins, si on va prendre la France, par exemple, si la France ne s'appauvrisserait, pas autant que le Canada, il n'y aurait pas autant de Français qui viendraient ici. Pour chaque Québécois qui va vivre en France, il y a 1000 Français qui viennent ici. Ça vous donne un peu l'ordre de qui va le mieux économiquement parlant. Je crois que si la France ou l'Europe irait beaucoup mieux économiquement que le Canada, ça serait l'inverse. Il y aurait beaucoup plus de Québécois et de Canadiens qui iraient là-bas, et non l'inverse. Et je crois que c'est l'inverse en ce moment. Donc, et aux États-Unis aussi, c'est la même relation. Je ne crois pas que les États-Unis, les Américains quittent en masse. C'est plutôt l'inverse. Les gens veulent aller vivre aux États-Unis. Donc, ça vous... En général, les grands mouvements humains vous disent un peu où sont les meilleures régions où vivre. Ouais, c'est un baromètre. Je crois que c'est assez évident. Évidemment, on peut analyser l'Europe de mille et une façons et on va passer des heures là-dessus, mais il ne nous reste que 4 minutes, à peu près 4-5 minutes, Philippe Labrec. Et venons chez nous, donc au Québec. On est un peu aux marges de tout ce monde-là. Je veux dire, il y a 5000 km d'océan pour l'Europe. Il y a la frontière états-unienne à 50 collée. Un Canada anglais avec qui on vit plus ou moins. Qu'est-ce que voyez-vous pour le Québec à l'horizon de 2035?
Ben, en premier lieu, si la tendance se maintient, le Parti québécois pourrait former un gouvernement majoritaire en 2026. Après, on est à 2 ans de ça, là, à peu près, un peu moins. Donc, ça reste encore très hypothétique. Mais on peut déjà entrevoir que si le Parti québécois devait former le gouvernement majoritaire, il y aurait un 3e référendum. Paul Saint-Pierre Plamondon s'en est pas caché. Il en parle. Il le planifie, il le prévoit, c'est public. Au premier mandat. Au premier mandat, oui, exactement. Donc, c'est pour ça que dans mon article, je dis le Parti québécois pourrait être élu en 2026 et déclencher un 3e référendum avant 2030. Ceci dit, avec l'épisode qu'on traverse en ce moment, qui remet en question l'existence du Canada grâce à Donald Trump, on voit que le Canada pourrait éclater soit avant ou à peu près en même temps. Ou du moins, ce serait des facteurs concurrents ou concomitants. Où le reste du Canada, d'autres provinces, notamment l'Alberta, se posent déjà des questions depuis un certain temps, là, mais pourraient se les poser plus sérieusement, à savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette union. C'est ça, la sensibilité albertaine, on les appelle les Texans du Nord, et c'est pas pour rien. Ils ont cette même mentalité. Et économiquement parlant, vu que 30 ou 35% de leurs exportations sont principalement du gaz vers les États-Unis, économiquement parlant, ils ont peut-être plus à perdre à rester dans un Canada qui se durcit face aux États-Unis. Après, il faut voir si ça va continuer, l'espèce de posture où on fait le coq, si je peux dire, là, face aux Américains. Tout dépendra aussi du prochain patron du Canada aussi. Hein? Ça aussi. Ou patronne, l'un ou l'autre. Oui, exactement. Je crois que si c'est Poilievre qui forme le gouvernement majoritaire, il va peut-être être capable de réinstaurer, j'ai envie de dire, un certain patriotisme canadien. J'en doute. Mais l'électorat conservateur, oui, exactement. Il y a peu d'éléments sur lesquels se baser, à part son conservatisme fiscal là, qui va quand même plaire, je crois. Mais il faudra voir s'il va être capable de reconstituer une espèce d'unité canadienne qui était déjà, à mon avis, très mise à mal, très effritée. Bon, je ne ferai pas l'histoire, là, mais depuis Trudeau père au minimum, tu sais. Oh oui, au minimum, oui, tout à fait. Depuis le traité de Westminster en 1931 qui détachait le Canada de la couronne britannique, je pense. Philippe Lebrec, en 2 minutes. Alors, imaginons, Paul Saint-Pierre Plamondon est élu en 2026, donc Premier ministre du Québec, mandat majoritaire, référendum. Gagnant ou perdant? Dans le contexte que vous décrivez. Difficile à dire. Je crois que si les choses s'exacerbent, continuent dans leur lancée et donc les tensions entre le Québec francophone et le Canada anglophone s'exacerbent, je crois que le oui a de bonnes chances de l'emporter, même si les sondages en ce moment ne semblent pas bouger. Je crois que c'est simplement dû à une espèce d'inertie au sein du peuple québécois. Là. Mais quand la question sera posée sérieusement et que le référendum sera une possibilité, disons, évidente ou du moins inévitable ou presque, un peu comme en 95, où le oui était à peine à quoi? 38, 39, 40% à 2 ou 3 mois du référendum. Et quand Lucien Bouchard a embarqué, quand c'était Jacques Parizeau, le oui était assez perdant. Il a suffi que Saint-Lucien arrive et pour que tout le monde embrasse la nouvelle cause. Exactement. Je ne sais pas si on a besoin d'une autre figure providentielle cette fois-ci. C'est toujours utile, là. Mais ça pourrait être ce scénario de la figure providentielle. Mais aussi, je crois que si les tensions augmentent à un point tel avec Ottawa et le Canada anglais, les émotions qui mèneraient les Québécois à voter oui vont ressurgir et donc pourraient ramener le oui proche de 50%, alors que les sondages en ce moment nous disent que c'est à quoi? 30-35% au maximum. Et il y a le facteur démographique aussi. Hein? Je veux dire, les Québécois de souche qui sont davantage enclins, les indépendantistes se recrutent davantage chez les de souche que chez les nouveaux venus. Je veux dire, il sera minuit moins 2 secondes. Je crois que cette crainte de la minorisation démographique risque de jouer en faveur du oui. D'ici 2035, elle sera ressentie encore plus. Elle l'est déjà. Elle est tue, par contre. Largement, pas entièrement. Je pense qu'il y a quand même des relais, genre Mathieu Bocoté qui en parle assez souvent et d'autres. Oui, c'est un tic chez lui. Peut-être, mais la chose est réelle. On pourrait dire ce qu'on voudrait de Mathieu Bocoté, là, mais il amène sur la table, je crois, une donnée, si je peux dire, qui est absolument fondamentale. Et donc, il faudra voir si le Québec francophone en tiendra compte dans les prochaines années, électoralement parlant, et peut-être même au point de vue d'un référendum, un 3e. Là. Mais je crois que ça pourrait jouer en faveur d'un oui, tout à fait. Alors, écoutez, Philippe Lebrec, on va arrêter ici, malheureusement. Votre article s'appelle « Voici ce à quoi pourrait ressembler le monde en 2035 » dans le journal Les Affaires. Merci beaucoup, Philippe. À une prochaine, à bientôt. Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.